Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Dans un précédent podcast, tu nous as fait part que tu avais réussi pas mal de choses du premier coup. Je pense, tu sais, au bac, au permis de conduire, etc. Et je me disais, est-ce que, en ayant réussi facilement ce genre de choses, est-ce que tu as la peur de l'échec? C'est une bonne question. La réalité, c'est que oui, j'ai une peur de l'échec et j'ai l'impression que cette peur de l'échec, elle est bien plus grande que la moyenne en plus. Donc, c'est quelque chose qui est pas évident pour moi, qui a jamais été évident parce que je crois que le fait de réussir et de réussir entre guillemets facilement parce que on va pas se mentir, j'ai pas bûché plus que quelqu'un d'autre pour réussir. Ça m'a mis cette peur de l'échec encore plus et de me dire bah du coup je peux pas rater, j'ai pas le droit à l'erreur et ainsi de suite. Et je pense aussi que j'avais peut-être un rapport à l'échec et à ce que c'était réellement qui n'était peut-être pas très juste à ce moment-là ou en tout cas qui n'était pas bon et pas sain pour moi. OK. Et je voulais qu'on revoie un petit peu peut-être étape par étape comment tu as fait ce cheminement. Est-ce que tu as ressenti cette peur de l'échec, par exemple, dès ton plus jeune âge, à l'école peut-être primaire, plutôt au collège, au lycée? Je sais pas à partir de quand ça a commencé chez toi et comment tu as vécu un petit peu tout ce cheminement? Mmh. Je crois que ça a commencé très tôt, et en fait, il y a quelque chose qui est toujours à double tranchant et c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que, j'ai été élevée dans une éducation où on m'a rendue très rapidement autonome, où on m'a donné confiance en moi, où on m'a laissé faire des choses très tôt. Pour te donner un exemple, j'avais une forêt à côté de chez moi, alors une petite forêt, hein, pas les grosses qu'on peut s'imaginer, et à 3 ans, je partais toute seule dans cette forêt, me promener pour rejoindre mes copines et je rentrais toute seule à la maison. T'imagines, c'est quand même très très tôt et je pense qu'il y a très peu d'endroits où on pourrait le faire. On était bien évidemment aussi dans un endroit et je vis dans une région où la sécurité est très forte par rapport à d'autres régions de France. Et bien évidemment, ça joue aussi dessus, mais disons que du coup, j'ai toujours été poussée à faire dès le plus jeune âge et donc ça m'a aussi développé une certaine confiance en moi et autonomie. Du fait qu'on m'ait poussée à ça, tu vois, je partais chercher le pain toute seule et donner les sous, j'avais 3 ans aussi et mes parents m'attendaient dans la voiture, ils étaient pas derrière moi, quoi. Et je pense que c'est très bon parce que du coup, mes parents m'ont toujours poussée à ça, ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours dit que j'étais capable et ainsi de suite et c'est, je pense, génial d'être élevée là-dedans. Et en même temps, ça a créé une injonction chez moi, malgré eux finalement, qui était celle de me dire du coup j'ai pas le droit d'échouer. Mmh. Donc très jeune, je me disais je dois réussir au moins pour eux, tu vois, pour les rendre fiers et tout ça. Et encore une fois, je remets pas en cause, tu vois, c'est pas directement leur éducation, mais c'est ce que j'en ai perçu moi à cet âge-là en tant qu'enfant. Et donc finalement, j'avais ce besoin de toujours réussir pour eux, être le rayon de soleil de la famille, faire rire tout le monde parce que bah c'est comme ça, c'est comme ça qu'on me décrivait en tout cas dans la famille. Et donc finalement, ça a commencé. Alors, je me souviens pas trop de la maternelle, mais en tout cas, dès le primaire, je ressentais ce truc-là. J'avais peur de redoubler, j'avais peur de tout, en fait. J'avais peur d'avoir une mauvaise note, peur de ramener une observation au collège à mes parents, peur d'être collée, enfin, peur de tout. De tout ce qui pouvait sembler s'apparenter à ce que moi j'appelais un échec à ce moment-là. Ouais. Et comment ça a évolué du coup au fil des années? Parce que là, tu dis que ça a commencé, bah, dès la primaire. Mm. Est-ce que ça s'est accentué? Est-ce que ça a diminué, quand tu es arrivée par exemple au collège, au lycée? Ou, est-ce que tu as d'autres événements qui sont venus se rajouter par rapport à ta vision de l'échec et cette peur que tu as pu développer par rapport à ça? Je crois que ça a continué en ce sens pendant des années et même peut-être que ça s'est empiré d'une certaine manière parce qu'en grandissant, on prend encore plus conscience des choses. Donc moi, ce que je te raconte là, je te le raconte avec du recul, mais à 6 ans, j'avais pas conscience que je faisais ça parce que j'avais peur de l'échec, tu vois. Alors qu'en grandissant, en arrivant au collège, au lycée, ainsi de suite, j'ai commencé à prendre conscience que vraiment j'avais peur. Et je me rendais compte que, par exemple, quand une amie à moi redoublait, je lui disais que c'était une chance de recommencer, de faire mieux et ainsi de suite, et que c'était pas un échec. Mais en même temps,
par ambivalence, j'avais hyper peur de redoubler en parallèle. Donc finalement, déjà entre ce que je disais et ce que je pouvais vivre pour moi-même, il y avait une grosse différence. Et j'ai senti qu'il y avait cette ambivalence de me dire, finalement, d'après moi, c'est ok pour les autres de le faire ou d'échouer, mais c'est pas ok pour moi d'échouer. Moi, j'y ai pas droit en fait. Mmh. Et ça a continué. Ça m'a suivi dans mes études d'éducatrice de jeunes enfants, où ça a été très compliqué ensuite, pendant ces études-là, parce qu'en fait, en plus de ça, j'ai vécu ce que j'ai appelé pour moi mes premiers échecs, même si Mmh. j'ai obtenu le diplôme et ainsi de suite, mais durant la formation, il y a eu des moments très compliqués. Et ce qui m'a fait tenir et aller au bout, et dans un sens, encore une fois, c'est une force et en même temps, des fois, ça peut mener trop loin, c'est cette peur d'échouer. J'avais tellement peur d'échouer que j'ai tout fait pour réussir. Et j'ai réussi, donc c'est bon, mais à quel prix? Mmh. Je trouve ça hyper intéressant ton retour à ce sujet parce que ça évoque pas mal de choses. D'une part, peut-être l'éducation qu'on a par rapport à Mmh. l'échec. Est-ce que c'est l'éducation de par le système scolaire? Est-ce que c'est, les profs qui nous ont, mis une pression et nous ont un peu incité à penser que l'échec est négatif? Il y a aussi peut-être l'éducation des parents qui peut rentrer en cause, qui est donc un autre point de vue qui peut être intéressant à développer. Et comme tu dis, cette prise de conscience que tu as quand tu grandis, quand tu évolues, de se dire: «Mais en fait, tout ce que j'ai fait, inconsciemment, c'était par rapport à une peur de Mmh. l'échec» et c'est des choses qu'on constate et qu'on réalise peut-être pas forcément dans un premier temps, mais à partir du moment où on a cette prise de conscience qu'on est en train de vivre une peur de l'échec et que tous nos comportements sont dus à une peur de l'échec, et ben, de constater ça et d'avoir un et peut-être de changer son regard sur l'échec. Donc Mmh. je trouve ça hyper intéressant, tout ton retour et ton évolution par rapport à tout ça et je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ça, à l'éducation, que ce soit d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue parental, même à un point de vue, complètement, sans que ce soit personnel, tu vois? Est-ce que tu as Mmh. quelque chose à apporter par rapport à ton vécu? Parce que vu que tu travailles avec la petite enfance, est-ce que, par exemple, tu as des exemples de fonctionnement, que ce soit, conscient ou inconscient, de par, le système éducatif ou de par les parents et leur éducation qui a pu causer ou qui peut développer une peur de l'échec chez l'enfant et qui peut se répercuter, dans la vie adulte. Mmh. Je pense que déjà, enfin, si je partais beaucoup plus largement que ça, déjà, c'est lié à la société de manière générale, mais bien au-delà de l'éducation, que ce soit au niveau scolaire ou familial et parental. Euh, on est quand même dans une société où c'est bien vu de réussir et c'est très mal vu d'échouer. Quelqu'un qui fait pas d'études, c'est très mal vu parce qu'on estime que c'est un échec, alors que c'est pas pour autant que cette personne ne fera rien de sa vie ou c'est pas pour autant que c'est ce qui est important pour elle. Enfin, peu importe, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Donc finalement, pour moi, l'échec, euh, si on en a autant peur, et je pense que tout le monde a cette peur-là, c'est d'abord de par notre société qui nous dicte qu'en fait, il faut réussir dans la vie. Que c'est une fin en soi, en fait, de réussir dans la vie, d'après le plus grand nombre, et en tout cas ceux dans quoi on a été globalement tous élevés. Euh, Après, je pense qu'il y a au niveau bien évidemment, au niveau de l'éducation des parents, il y a plein de choses qui vont se jouer. Et encore une fois, il faut faire attention, il faut prendre du recul. L'idée, c'est pas de culpabiliser les parents parce que les parents, déjà, ils font comme ils peuvent avec les outils qu'ils ont, avec ce qu'eux-mêmes on leur a appris et l'éducation dans laquelle eux-mêmes ont été élevés. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui se passent à des niveaux complètement inconscients. C'est-à-dire que toi, quand tu dis quelque chose en tant qu'adulte, tu connais pas la répercussion que ça va avoir sur un enfant. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, notamment grâce aux neurosciences et tout ça, mais si c'est quelque chose qui intéresse, peut-être qu'on en parlera à un moment donné beaucoup plus longuement. Mais en fait, on se rend compte qu'entre ce que nous, on dit et ce que nous, on perçoit en tant qu'adulte avec nos filtres, l'enfant, il n'est pas capable de le recevoir de la même manière parce que lui, il n'a pas à ce moment-là ses filtres, il n'a pas non plus son cerveau analytique, il a que le cerveau reptilien. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont se jouer derrière. Et donc, par exemple, quand tu dis à un enfant tous les jours qu'il est merveilleux, que c'est le meilleur enfant du monde et ainsi de suite, pour beaucoup de personnes autour, elles vont se dire, ben, cet enfant, il a beaucoup de chance, il a été élevé dans le meilleur. Sauf que la réalité, c'est que ça crée aussi des injonctions derrière qui vont lui dire en fait, du coup, bah, je suis le meilleur, donc j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'échouer, j'ai pas le droit de rater certaines choses, j'ai pas le droit d'être mauvais dans certains domaines. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui va se construire aussi potentiellement derrière.
alors qu'à première vue, de l'extérieur et nous, en tant qu'adultes, ce qu'on voit, on dit que c'est magnifique. Et bien évidemment, ça fonctionne dans l'autre sens aussi. Si un enfant est élevé et qu'on lui a dit toute son enfance que c'était une grosse merde, voilà, je caricature vraiment, mais en même temps, il y a des enfants qui sont élevés là-dedans aussi. Bon, ben, ça va créer des choses aussi chez ces enfants-là, et des fois, ça va créer des injonctions de ben, je suis vraiment une grosse merde, mais ça peut être à l'autre extrême des enfants qui vont se dire ben, justement, je vais tout faire pour réussir aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup d'extrêmes et il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte parce que il y a ce que l'adulte va apporter à l'enfant, la réponse qu'il va donner aussi aux besoins de l'enfant à un moment donné ou pas, et la compréhension qu'il va réussir à en avoir en se mettant à la place de l'enfant et pas en regardant avec son regard d'adulte, mais il y a aussi ce que l'enfant va recevoir par ce qu'il est, par ce qu'il a besoin de travailler dans sa vie, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça, et après, bien évidemment, en dernière partie, il va y avoir tous les éducateurs qui vont être autour, que ce soit la famille proche, que ce soit les éducateurs et animateurs dans les structures de l'enfance, dans les centres de loisirs, dans les écoles, les professeurs et ainsi de suite. Il y a tout ça qui va rentrer en compte. Et encore une fois, malheureusement, l'éducation nationale, elle n'est pas adaptée à tout le monde, très très loin de là. On est dans un schéma très classique et très particulier dans lequel, en fait, on ne donne pas le droit à l'échec, et surtout, au-delà de ça, on ne donne pas les chances de réussir à tout le monde. Il n'y a que ceux qui sont en capacité de suivre qui auront la chance de réussir, et ceux qui auraient besoin justement d'être soutenus dans leur scolarité ne le seront pas, alors parfois par manque de temps, parfois par manque de moyens, parfois par manque de formation. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, mais encore une fois, c'est ce qui va potentiellement mettre les enfants en échec scolaire, et donc derrière en échec peut-être plus tard sur la vie en tant qu'adulte, mais aussi dans les ressentis qu'ils vont avoir et dans leurs capacités qu'ils vont développer derrière. C'est vrai. Et de ce que, de tout ce que tu as dit, c'est vrai que je retiens quelque chose. Je pense, que peu importe ce qu'on a vécu dans notre éducation, que ce soit, au niveau scolaire ou l'éducation parentale, je trouve que c'est important que lorsqu'on arrive à un âge mature, j'ai envie de dire mature parce qu'il y a pas vraiment d'âge pour la maturité, mais quand on arrive à avoir des déblocages, des prises de conscience sur notre éducation, sur, certains automatismes et cetera. Je pense que c'est important d'avoir un regard extérieur et encore j'en reviens, mais je trouve que c'est important de se faire accompagner. Mmh. Parce que, d'avoir un regard extérieur et d'avoir, un professionnel et un expert dans le domaine du développement et cetera, ça permet d'avoir un autre regard et une autre forme d'éducation et de changer certains automatismes, certains filtres et cetera. Parce que, quand tu es petit, forcément, tu es dépendant de tes parents. Voilà, c'est comme ça, tu es dépendant parce que tu dépends clairement d'eux pour te nourrir, pour t'éduquer, pour t'apporter de l'amour, de la sécurité et de toute façon, on le sait tous, tout est juste dans ce qui nous arrive. Malheureusement, alors ça dépend, pour les personnes qui nous écoutent, des fois, ça va peut-être pas forcément résonner juste quand je vous dis ça. C'est parce qu'il va vous falloir encore du recul sur certaines situations pour comprendre que c'était juste à l'instant T. Ça va vous apprendre des leçons, ça va vous apprendre, un autre regard sur certaines situations. Donc ce qu'on vit dans notre vie ou ce qu'on a vécu dans notre passé, c'est juste parce que ça va nous apprendre des leçons de vie, des comportements et c'est important de vivre ces choses-là, qu'elles soient plus ou moins graves. Mmh. Mais je trouve ça important quand on arrive à maturité, de se dire, j'ai eu l'éducation parentale que j'ai eue, avec ses qualités, ses défauts, ses bons moments et ses moins bons moments. Pareil pour le scolaire. J'ai eu un parcours scolaire qui était plus ou moins chaotique ou plus ou moins avec des réussites. Mais maintenant que je me sens grandi, mûr, indépendant. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que je Mmh. continue à garder mes filtres, mes peurs et surtout les peurs de l'échec? Ou est-ce que je change mon regard par rapport à tout ça? Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu as parlé du regard de la société Mmh. et le regard de la société est très impactant et très important dans la vie de tout le monde, en fait, parce qu'on a tous en fait, ça part de l'amour. C'est qu'on souhaite être aimé de tous, donc le regard d'autrui est très important pour nous. Alors qu'en fait, le plus important, c'est l'amour de soi. À partir du moment où tu t'aimes toi, que tu apprends
à connaître qui tu es réellement au plus profond de toi, tu vas t'apporter toi-même ton propre amour et tu vas te détacher du regard des autres parce que ce qui est le plus important, c'est ce qui est bon pour toi. Mmh. C'est l'amour que tu vas t'apporter, c'est qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui te nourrit, qui t'enrichit, des choses comme ça. Donc, tu vas au fur et à mesure te détacher de ce regard de la société et donc de cette peur de l'échec. Tu vas changer ton regard par rapport à la peur de l'échec. Et moi, je sais que, mais pareil, j'ai eu le même cheminement que toi, quasiment. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, et je pense que cette peur de l'échec, elle est vraiment liée par rapport à notre vision de nos parents parce que on aime nos parents, on n'a pas envie de les décevoir, alors on donne tout au niveau scolaire parce qu'on a l'impression que plus on va avoir des meilleures notes et moins on va échouer, plus on va recevoir d'amour de leur part. Alors, du coup, on va s'auto-créer des fois cette peur de l'échec. Enfin, hem, je pense que oui, comme tous les enfants, quand je ramenais une mauvaise note, je me faisais gronder parce que, voilà, mes parents avaient envie que je réussisse, comme je pense n'importe quel parent a envie qu'on réussisse. Et du coup, ça a créé indirectement cette peur de l'échec et je me suis toujours mis une pression de dingue à réussir. Et en même temps, il y a des choses pour lesquelles, mais comme toi, j'ai réussi hyper facilement du premier coup sans me poser trop de questions. Je pense, bah, au bac, au permis de conduire, et cetera. Là-dessus, hem, je sais pas, c'était très étrange. J'avais l'impression que j'allais réussir et je me posais pas de questions. Par contre, j'ai eu des peurs de l'échec différemment. Mmh. Et je rebondis rapidement encore sur un point que tu as abordé, le fait de ne pas faire d'études qui peut être symbolique d'échec et surtout au point de vue de la société. Et je trouve ça tellement, hem, dommage en fait qu'on ait ce regard-là parce que, heu, je prends un autre point de vue. C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'ai effectué un changement radical de carrière, c'est-à-dire que j'étais dans la mécanique et je me retrouve dans l'aide à l'humain finalement, d'un point de vue, santé, médecine douce et cetera. Mais je suis qui? Tu vois? J'ai envie de prendre la chose différemment parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment ce regard bloqué sur ne pas faire d'études égale échec. Je vais prendre mon cas, c'est-à-dire que vu que j'étais dans la mécanique et que j'ai changé de voie, hem, bah, du coup, ça peut créer un syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on en reparlera dans une vidéo vraiment à part entière parce que c'est un sujet ultra intéressant. Hem Mais d'un point de vue extérieur, est-ce que ça peut pas s'apparenter à une peur, à un échec finalement? De se Mmh. dire, la fille elle était, dans la mécanique, elle a complètement changé de voie. Est-ce que c'est parce qu'elle a eu un échec en mécanique qu'elle a changé de voie? Et vu que j'ai changé de voie, le fait que j'ai pas fait, des grosses études sur 5 ans, des choses comme ça, est-ce que ça va pas non plus créer, une autre forme d'échec? Enfin, je trouve que des fois, quand on laisse les autres, enfin, si on laisse la pensée des autres nous envahir, on se crée énormément de peur de l'échec et cetera. Hem, Moi, je sais qu'actuellement, j'ai eu ces peurs. J'ai traversé ces peurs, mais je les ai très vite combattues parce que je ne veux plus que le regard des autres m'impacte sur mes choix de vie. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et j'essaie justement de combattre cette peur d'échec, de changer mon regard dessus, de me dire: «Et alors si je me plante? Et si je me trompe? Eh bien, je vais en apprendre des choses. Je vais apprendre de mes erreurs». Et je trouve que c'est hyper important que assez rapidement dans notre vie, alors faut pas non plus se mettre une pression de dingue par rapport à ça. Je veux pas non plus créer des encore plus de peur et encore plus de crainte chez les gens, mais essayez de changer de votre regard par rapport à l'échec. Ne vous dites pas que c'est une fatalité en soi, parce que ce n'est absolument pas une fatalité. C'est juste un apprentissage. Donc voilà mon regard par rapport à tout ça. Je sais pas si tu as encore envie de déployer, des idées, des pensées par rapport à ce que j'ai rajouté? Mais déjà, j'avais un peu des petites questions par rapport à ce que tu nous as dit. Hem, Déjà, à savoir comment toi, concrètement, ça s'est traduit pour toi, la peur de l'échec et si tu te souviens, est-ce que c'est «depuis toujours» entre guillemets? Est-ce que ça s'est construit petit à petit, tu vois? Si peut-être tu peux nous faire un petit retour par rapport à ça et également, je me posais la question, comme tu nous en as parlé, tu nous as mis le doigt dessus, est-ce que c'est par exemple, quand tu as quitté le domaine de la mécanique, est-ce que ça a été un échec pour toi? Comment tu l'as vécu à ce moment-là, tu vois? Ouais. Alors, j'essaie de de repenser à quand j'étais petite.
Je pense que j'ai eu pas mal de peur, pas mal de blocages, mais j'ai pas l'impression non plus que j'ai, souffert d'une peur de l'échec. C'est-à-dire que alors, en fait, c'est comme si depuis petite, je savais que j'avais des qualités, des atouts et à la fois, des difficultés dans d'autres choses et pour moi, c'était presque normal de me dire: «Beh, je peux pas être bonne partout, en fait». J'essayais, je faisais de mon mieux et c'était déjà, très bien parce que, si je reprends quand j'étais petite, beh, j'ai toujours été très douée, dans tout ce qui était, artistique. J'avais toujours des très bonnes notes, dans les arts plastiques, et après, à contrario, j'étais très nulle en maths, j'étais pas très bonne, au point de vue sportif, mais ça, c'est parce qu'il y avait d'autres choses. C'est-à-dire que, hem je pense que ne serait-ce que pour les maths, j'avais pas la même façon de penser et du coup, j'avais un blocage à l'apprentissage à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, l'apprentissage qu'on me faisait des maths, j'avais un blocage, je ne comprenais pas la logique, alors que je pense qu'il fallait juste m'expliquer différemment les choses et ça se passait beaucoup mieux. Enfin, j'ai eu le cas, je vais prendre l'exemple du bac, parce que ça, c'est vrai que c'est l'exemple le plus flagrant pour moi. Hem, j'avais j'avais peut-être peur de rater mon bac de maths, donc c'est vrai que je pense que c'est peut-être cette notion-là qui m'a, poussée à aller voir, ma meilleure amie, lui dire: «Bon écoute, je suis vraiment nulle en maths, il y a des choses je comprends vraiment pas». Je crois que c'était, d'ailleurs je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'était les positifs, négatifs, les infinis. Il fallait remplir ces tableaux. Je sais même plus comment que ça s'appelle tellement que pour moi, mais ça ne me correspond pas et je ne comprends pas cette logique. Mais j'étais allée voir ma meilleure amie et elle avait pris une après-midi pour m'expliquer un peu plus, le cours là et avec ces explications, qui étaient complètement différentes du prof, j'ai réussi à comprendre à l'instant T, parce que maintenant je saurais peut-être plus le faire, mais j'ai réussi à comprendre à l'instant T et ça m'a déverrouillée, pour passer mon bac de maths que j'ai réussi d'ailleurs, je crois même que j'ai eu une très bonne note à mon bac de maths alors que c'est très mal parti pour. Mais, en fait, durant ma scolarité, je pense que je me suis toujours dit: «Je fais du mieux que je peux avec mes capacités, mes atouts et mes faiblesses». Et vu que j'avais toujours dans la balance moi, c'était vraiment, cette histoire de balance de me dire: «Il y a des matières où je suis vraiment nulle, faut l'admettre, et il y a des matières où j'excelle». Et en fait, la balance des 2 m'a créé un niveau scolaire qui était, pas trop mal. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je m'en sors». Parce que vu qu'il fallait avoir la moyenne, en fait, moi, vraiment, mon but, c'était juste d'avoir la moyenne pour passer l'étape suivante. Je pense que si j'avais redoublé, je l'aurais peut-être vu comme un échec parce que je me serais dit: «Merde, je suis nulle, j'ai pas réussi à bosser suffisamment pour passer l'étape d'après». Je pense que c'est à ce niveau-là que j'aurais créé une peur de l'échec, un blocage. Mais vu que j'ai passé les classes, j'étais vraiment dans la moyenne élevée et ça s'est fait très naturellement et je pense que, je me suis pas moi mise la pression. J'ai vraiment pas cette sensation-là parce qu'il y avait des matières vraiment où je me sentais hyper à l'aise, hyper agréable et c'était hyper fluide et il y a des matières où par contre c'était très compliqué et alors ça, c'était vraiment la peinant pour moi de bosser ça et d'avancer dans ces matières. Mais d'un point de vue scolaire, je ressens pas cette peur de l'échec. Après, bah, pareil, tout s'est fait de manière fluide. J'ai passé le bac et encore, franchement, je me dis, mais j'ai quasi pas révisé par rapport à d'autres personnes. Donc, est-ce que c'est parce que j'avais certaines facilités naturelles et je me rendais pas compte de ça et du coup, c'était vraiment fluide. J'ai passé le bac, j'ai passé le permis. Par contre, le permis, j'avais vraiment la peur de l'échec du permis. Mais ça, c'est parce que j'avais ma mère derrière qui, me mettait une pression de dingue. Il fallait que je passe mon permis, il fallait que je le réussisse et en fait, moi, la peur de l'échec, elle était plus symbole d'argent. Vu que ma mère me payait le permis, pour moi, c'était impensable et inenvisageable que je rate mon permis parce que je sais qu'elle avait mis de l'argent pour me payer mon permis. Elle mettait toutes ses économies dans mon permis. Donc, en fait, c'est ça qui me crée à la fois le push pour, tu sais, pour aller de l'avant, bosser le truc, réussir, parce qu'il y a cet aspect financier. J'ai le sentiment que chez moi, c'est pas la peur de l'échec, c'est plus il y a les finances derrière qui font que.
Donc, je pense, je vais peut-être apporter un autre regard par rapport à la peur de l'échec pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que la peur de l'échec, souvent, c'est, bah, comme tu le dis, tu as des peurs quand tu es au niveau scolaire, au niveau de l'éducation. Moi, c'est plus de me dire: Il va y avoir des problèmes financiers derrière, et donc je me force à réussir parce que je veux pas qu'il y ait des problèmes financiers derrière. Donc ça a été le cas pour mon permis, mais que j'ai réussi. Ensuite, bah, pareil, j'ai réussi le BTS, mais de manière, hyper simple, alors que c'était vraiment pas mon milieu, c'était pas mon dada. Et encore une fois, après, j'ai eu le boulot. Enfin, tout s'est tellement enchaîné que j'ai presque même pas le temps de me dire: «J'ai peur de l'échec». Et quand j'ai, changé de carrière, parce que c'était ta 2e question finalement, quand j'ai changé de carrière, je l'ai pas du tout vu comme un échec, bien au contraire. Je l'ai juste vu comme une grosse réussite et comme un énorme apprentissage. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de changer son regard par rapport à l'échec, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent me dire de moi: «Elle a changé de carrière parce qu'elle a échoué», ou «Vu qu'elle a changé de carrière, elle a échoué». Non, en fait, j'ai très bien réussi ma première carrière. Je faisais très bien mon boulot et heu, j'étais, d'un point de vue justement sociétal, bien à ma place. Mais moi, au fond de moi, ça correspondait pas à mes valeurs, ça correspondait pas à mes attentes, et je pense pas du tout que c'était ma mission de vie. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Et vu que je me suis enfin écoutée et je me suis enfin mis en alignement avec mes valeurs, ça a juste été, une libération, et j'ai jamais vu une peur de l'échec là-dedans. Donc c'est drôle parce que, avec le recul, je pensais que j'aurais pu avoir des peurs de l'échec, mais maintenant d'avoir fait l'analyse avec toi dans ce podcast, je me rends compte que j'ai pas eu tant de peur de l'échec que ça, mais que ma peur de l'échec, c'est à cause d'un point de vue financier, clairement. Même encore aujourd'hui, j'ai peur d'échouer parce que ça dépend de l'argent, tu vois? C'est très, très bizarre. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on a deux regards qui sont complètement différents parce que pas du tout les mêmes peurs. Et je pense que c'est ce qui apporte aussi vraiment et ce qui est hyper complémentaire parce que bah, ça prouve qu'on est tous différents et que sur une même situation, on réagit pas tous de la même manière. Parce que là, tu vois, tu parles de ta peur de l'échec par rapport à l'argent, mais moi j'ai une telle peur de l'échec que c'est par rapport à tout. C'est-à-dire que Mmh. j'ai peur de l'échec parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu, j'ai peur de l'échec parce que j'ai peur de décevoir mes parents ou ma famille, j'ai peur de l'échec parce que j'ai peur de décevoir la personne avec qui je vis, mes amis, j'ai peur de l'échec quand il y a une rupture amoureuse, j'ai peur de l'échec quand il y a un raté au niveau scolaire, enfin tu vois, peu importe le domaine et ainsi de suite, vraiment pour le coup j'ai une peur de l'échec qui est à 360 degrés quoi. Donc je Holistique. trouve ça, ouais c'est ça, je trouve ça trop drôle parce que je me dis, tu vois, toi c'est vraiment dans une sphère qui est très précise. Et en fait, moi je me rends compte du coup quand tu me dis ça qu'en fait j'ai cette peur. En tout cas, je l'ai eu à une certaine échelle. Aujourd'hui, je l'ai encore parfois, pas du tout à la même. Mais cette peur, elle était partout. Ouais, mais du coup, de tout ce que tu viens de me dire là à l'instant, ça me fait penser, quand tu m'as dit: «Par rapport à mes parents». Mm. Et là, ça m'a tiltée parce que dans ma famille, alors et pourtant j'ai pas de frères et sœurs, donc je me base sur mes cousines. Mes cousins, cousines ont décidé de faire de grosses études pour la majorité, et donc je pourrais avoir un sentiment d'infériorité, un sentiment d'échec, de me dire, il y a des membres dans ma famille qui ont fait des études beaucoup plus longues ou qui ont des postes qui peuvent sembler plus importants. Mais en fait, depuis que je suis petite, je me dis que chacun a son rôle à jouer dans le monde, et il n'y a pas de plus petit ou plus gros métier, de métier bas de gamme et de métier haut de gamme, si je peux dire, parce que je trouve pas les autres mots qui vont avec. Mais pour moi, enfin, je vais prendre, alors je sais pas le titre de leur métier, mais les gens qui ramassent les poubelles, les Les encombrants, éboueurs. les éboueurs, voilà, les éboueurs. Pour moi, ça a toujours été un métier important parce qu'en fait, ils jouent un rôle dans la société, et sans eux, mais la vie et la ville seraient dans des états, mais lamentables, quoi. Donc pour moi, il y a pas de sous-métier, il y a pas de mauvais métiers. Pour moi, il y a que des métiers utiles. Et donc, quand je vois les personnes faire des grosses études, je pourrais me dire: «Mais merde, moi j'ai pas un bac+5,
et est-ce que ça fait de moi une sous-merde? Mmh. Mais non, en fait. Parce qu'encore une fois, chacun a ses qualités et ses défauts, enfin, et j'ai même pas envie d'employer ça. Chacun a ses atouts et ses faiblesses. Voilà, moi, à chaque fois, on reconnaissait le fait que j'étais, créative, que je dessinais, je coloriais, je faisais de la peinture et cetera. J'étais très manuelle, très dans la création et par contre, c'est vrai qu'on m'a pas reconnue pour mes maths, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui vont briller là-dedans et c'est génial. Enfin, mais heureusement, parce que si tout le monde brillait partout, bah, alors effectivement, là, il y aurait peut-être pas de place pour tout le monde ou ça serait la guéguerre pour, chacun avoir le job et en même temps, mais je trouve que c'est ce qui fait la beauté du monde et encore heureusement qu'on a des atouts et des faiblesses dans plein de choses et alors, et même si j'ai une faiblesse, et c'est quoi en fait? Est-ce qu'en soi c'est une fatalité? Est-ce que c'est un échec? Non, c'est un domaine que je peux creuser et améliorer, mais c'est génial! Enfin, Mmh. je vois, il y a des personnes, je les trouve, hem, comment dire? J'admire ces personnes qui ont une éloquence, et un art de parler en public, de s'exprimer. Enfin moi j'ai ce sentiment, par contre, un peu des fois d'infériorité, de me dire, j'ai l'impression que je m'exprime très mal. Dans un dîner mondain, un dîner d'affaires, je suis pas du tout sûre que je sois celle qui parle et je n'arriverai pas à tenir un discours dans ce genre d'événement, tu vois. Moi, par contre, c'est plus ce type de peur-là, tu vois, de me dire, Mmh. est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis assez? Et à côté de ça, je me dis, ouais, mais ça, c'est parce que c'est pas mon milieu. Quand je suis dans ma zone de génie, je peux même l'attribuer en zone de confort, je me sens à ma place et j'ai pas cette échelle de peur de l'échec, peur de ceci, peur de cela. Je suis à ma place, je fais ce qui vibre en moi, où je me sens vraiment bien et si je vois que j'ai un couac quelque part, que j'ai un peu des difficultés à ce niveau-là, je vais les travailler en fait pour vraiment m'améliorer et pousser le truc et du coup, je trouve que toutes les peurs d'échec qu'on a, il faut juste les voir comme: «OK, tu as des faiblesses à ce niveau-là, ne les prends pas comme un échec, vois juste ça comme des voies d'amélioration». Si tu le souhaites, encore une fois. Je reprends l'exemple des maths, je ne les travaille pas. Parce que déjà de un, là, actuellement, dans l'immédiat, ça m'apporte rien, j'en ai pas d'utilité et ça me fait pas kiffer d'aller améliorer ça. Et est-ce que je le vois comme un échec? Non, je suis nulle en maths, OK, je l'assume, mais c'est comme ça. Et il y a d'autres personnes qui excellent là-dedans et c'est ces personnes-là que je vais aller voir le jour où j'ai un problème en maths. Mais moi, ça me sert à rien d'aller creuser, d'aller améliorer ce domaine-là et c'est pas pour autant que je le vois comme un échec. Moi, je préfère mettre mes atouts dans mes atouts et aller, là où j'ai ma zone de génie plutôt que d'aller me taper la tête contre un mur pour aller, améliorer mes maths, juste par peur de l'échec, de me dire: «Je suis nulle en maths». Non. Mmh. Et je trouve ça hyper intéressant déjà le regard que tu peux avoir et la prise de recul, tu vois, rien que concernant les métiers. Parce que il faut être honnête, alors j'ai toujours été la première à dire qu'il fallait de tout dans un monde, mais la réalité c'est que je n'aurais jamais été femme de ménage ou éboueur jusque-là, tu vois. Mmh. Et il y a aussi ça, enfin, c'est qu'à un moment donné, il faut, enfin, en tout cas, moi, je suis très honnête avec ce côté-là, de me dire, ben oui, je disais ça encore une fois pour les autres, mais moi, sociétalement parlant et ainsi de suite, je me voyais pas faire ça par rapport, on est d'accord, encore une fois, au regard des autres, au regard de la société et ainsi de suite, j'avais besoin d'avoir une place. Alors autant j'ai jamais eu besoin de me dire, tu vois, je vais faire médecine ou j'en sais rien, je sais pas, des très hautes études, pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas de master non plus, hein. Soit j'ai un équivalent licence, mais c'est tout. Mais juste, j'avais besoin d'avoir une place, en fait, finalement. D'essayer de trouver ma place, qui n'a pas du tout été ma place, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait faire office de place, qui était suffisamment gratifiante, entre guillemets, au regard de la société, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à changer de regard et que du coup, avec mon regard aujourd'hui, oui, je pourrais demain aller faire du ménage quelque part, par exemple, tu vois. Mais jusque-là, il y avait encore cette ambivalence, c'est ce que je disais aussi par rapport au redoublement tout à l'heure. En fait, je disais à ceux qui redoublaient, mais en fait, c'est pas un échec et c'est pas une fin en soi. Mais en même temps, je me refusais à ça. Mmh. Et je me dis, tu vois, il y a vraiment un truc où
en fait, il y a pas cette notion de congruence entre, ce que, je dis, ce que je pense et ce que je fais concrètement. J'avais pas ce côté-là parce que oui, j'entendais ça, mais je l'intégrais pas en moi et pour moi, finalement. Et je pense que c'est ça qui a été le plus compliqué, le chemin le plus long à faire finalement, c'est d'accepter que ce qui est juste du coup pour les autres et que ce que j'accepte pour les autres, je peux l'accepter pour moi aussi. Le problème, c'est qu'on est toujours nos meilleurs ennemis en général envers nous-mêmes. Et donc finalement, ce que j'acceptais pour l'autre, je l'acceptais pas pour moi. Ouais, c'est vrai et ça me fait penser à quelque à une citation que j'ai toujours appliquée dans ma vie, c'est, je n'aime pas les gens qui disent, tu sais, «Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais». Mm. Tu vois? Parce que pour moi, il faut être, aligné entre, ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Mm. Hem et bah, je vais rebondir par rapport, aux peurs de l'échec parce qu'il y a autre chose auquel j'ai pensé aussi quand tu parlais de tout ça. Je me demande si, hem, est-ce que c'est parce que j'ai pas connu autour de moi quelqu'un qui a vraiment eu un gros échec et qui s'est, on va dire, morfond de ça? Je sais pas. Est-ce que ça a joué le fait que voilà, j'ai pas vu, ou alors peut-être que dans mon entourage, les gens n'avaient pas peur de l'échec et du coup, moi, j'ai pas eu cette peur de l'échec. Je sais pas, j'arrive pas à poser, un avis Mm. là-dessus et peut-être que, voilà, si toi, tu as un retour à faire par rapport à ça, est-ce que tu as vu quelqu'un vivre un échec ou au contraire, personne a vécu d'échec dans son entourage? Dans ma famille proche, il n'y a pas eu d'échec spécialement non plus, donc Ouais, donc non, pas spécialement, mais par contre, c'est vrai que quand je regarde plus loin, oui, je vois des personnes qui ont eu, hem, qui ont pas eu des enfin, qui ont eu ce que j'aurais appelé autrefois des gros échecs, qui aujourd'hui pour moi sont peut-être des expériences de la vie, qui sont plus, tu vois, que je considère plus de la même manière, mais qui m'ont été montrés à ce moment-là, moi en tant qu'enfant, quand j'en entendais parler, comme des gros échecs et des choses à ne surtout pas reproduire. ouais. Donc tu vois, je pense qu'il y a quand même des choses aussi qui potentiellement se sont créées autour de ça. Je pense qu'il y a vraiment les deux côtés. Ce côté où euh, et je pense que ça va aussi profondément avec mon caractère pour le coup et le caractère de mes parents et des gens proches dans ma famille. On a des gros caractères de fonceurs, c'est-à-dire quand on va faire quelque chose, on le fait. Enfin, tu vois, quand je vois mes frères aujourd'hui également, comment ils ont réussi, mon petit frère qui a 21 ans, qui a déjà acheté un logement dans lequel il va avoir, je ne sais plus, 4 ou 5 appartements, je ne me souviens plus. Donc un crédit sur un paquet d'années, des travaux qu'il fait en plus de son métier au quotidien, avec une idée dans un deuxième temps de potentiellement se lancer à son compte et aussi de racheter d'autres biens, et ainsi de suite. Enfin, je me dis, mais waouh, tout ce qu'il Mmh. fait à l'âge qu'il a, et alors qu'à côté de ça, il est bénévole à la Croix-Rouge, il fait beaucoup de choses là-dedans. Très jeune, il était même pas majeur, qui faisait déjà partie des encadrants dans le domaine. Enfin, mais hallucinant, quoi. Moi, vraiment, les gens autour de moi me font halluciner. Et je pense qu'on a vraiment un tempérament de fonceur dans la famille. Et on a besoin d'aller au bout des choses. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, tu vois, et c'est la limite fine entre les deux, entre des fois, j'ai peur de l'échec, et concrètement, c'est aussi, j'ai peur de l'échec que je vais au bout. Et des fois, juste, j'ai besoin d'aller au bout de ce que j'ai fait pour me dire, ok, là c'est terminé, je peux arrêter, je peux passer à autre chose. Mmh. Et des fois, j'ai du mal, tu vois, à faire la distinction entre les deux. Du coup, à quel moment j'ai vraiment peur de l'échec et c'est pour ça que je continue, et à quel moment j'ai juste besoin d'aller au bout de ce que j'ai commencé avant d'arrêter. C'est vrai, parce que finalement, des fois, la peur de l'échec, ça peut être un booster pour Mmh. aller au bout de son projet, pas peur Ouais, par peur d'échouer, quoi. complètement. On n'a pas envie d'échouer, donc on se pousse. Mais, il y a une autre chose que je voulais aborder et tu as presque mis le doigt dessus. En fait, je trouve ce qui est intéressant, c'est aussi comment tu réagis face à l'échec. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que dans ta vie, tu auras des hauts et des bas. Tu auras des choses qui vont être semblables à un échec ou être un échec par rapport à la société. Mais comment toi, tu réagis face à l'échec, tu vois? Je trouve ça, c'est hyper intéressant et hyper important. C'est ta réaction face à l'échec Mmh. qui va déterminer si tu le vis comme un échec ou comme un apprentissage. Clairement, je suis d'accord avec toi, et je pense qu'encore une fois, enfin,
en fait, ça a beaucoup évolué. Donc, si je me remets dans le contexte un peu plus jeune, sans forcément aller très très loin, mais un peu plus jeune, euh, l'échec, je le vivais très mal, mais ça me détruisait intérieurement, profondément. Sincèrement, c'est quelque chose. Enfin, vraiment, c'était du lourd, quoi. Et parce que j'avais vraiment ce regard de me dire que l'échec, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Et en fait, je ne voyais que le négatif dans l'échec, tu vois. Je voyais pas ce que ça pouvait m'apporter d'échouer. Et c'est d'ailleurs pas bon du tout parce que, par exemple, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont poussé à un moment donné au burn-out. Je ne pouvais pas arrêter. En fait, on m'avait missionné de faire quelque chose et j'étais pas allée au bout, donc je ne pouvais pas arrêter. Et qu'est-ce que j'allais penser de moi même si j'arrêtais et qu'est-ce que, encore une fois, la société allait penser de moi si j'arrêtais à ce moment-là. Bon. Est-ce que je l'ai vécu autant comme un échec de finir en burn-out et de ne pas avoir réussi, donc finalement, ce que j'ai pas voulu vivre en échec en arrêtant, je l'ai vécu autrement en échec à un moment donné. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à avoir un switch, à prendre du recul et à me dire, mais en fait, c'est quoi un échec concrètement? Et ça veut dire quoi? Ça dit quoi de moi? Et qu'est-ce que j'en fais derrière? Et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, finalement, échouer, c'était juste une expérience comme une autre, et qu'à chaque fois que t'échoues, il y a quelque chose à en tirer, et souvent t'en tires beaucoup plus d'ailleurs que quand tu réussis, et qu'en fait, dans l'échec, il n'y a pas que du négatif, ça peut être hyper positif aussi, du coup, pour toi dans un deuxième temps. Tu vois, j'ai vraiment comme ça, petit à petit, switché mon regard par rapport à ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai beaucoup moins peur de ça parce que je sais que si à un moment donné il y a quelque chose sur lequel j'échoue, et encore je t'avoue je pose même plus ces mots-là du coup en général dessus, ben en fait je sais juste que j'ai expérimenté quelque chose à un moment donné et que soit je suis allée au bout et j'ai réussi quelque chose grâce à ça, soit j'ai appris quelque chose. Mais en fait dans tous les cas, il n'y a plus de négatif puisque j'ai appris quelque chose. Et pour moi, c'est toujours positif d'apprendre quelque chose, tu vois. Et c'est vraiment ce switch-là. Après, il faut être honnête aussi, hein, il y a encore des fois où j'ai peur, tu vois. Par exemple, là, par rapport à mon entreprise, euh, il y a des moments où je me dis, ouais, trop fonceuse et tout, je vais aller au bout, je vais y arriver, je vais machin, je vais truc. Il y a des moments où je me dis, putain, et si j'échoue et si ça fonctionne pas, tu vois. Et en même temps, maintenant, j'arrive à avoir cette prise de recul et à me dire, bah, en fait, si j'échoue, j'aurais juste expérimenté et je serais allée au bout de ce que j'avais envie de faire. Et en fait, c'est quoi le plus... Enfin, c'est quoi que je préfère faire entre ne jamais avoir passé le cap et avoir des regrets toute ma vie, ou l'avoir fait, avoir une expérience de malade parce que j'ai jamais autant appris dans ma vie que ce que j'ai appris en un an. Et dans tous les cas, j'en tirerai quelque chose et j'aurai appris quelque chose et je repartirai autrement en fait. Mmh, c'est ultra intéressant et en t'écoutant parler, je suis en train de d'aller creuser en moi cette histoire de peur de l'échec que j'arrive pas à trouver et je suis en train de me demander, est-ce que je n'arrive plus à voir la peur de l'échec parce que justement j'ai fait ce travail sur moi-même, j'ai fait cet apprentissage et je pense que du coup, je l'ai tellement bien fait que, même en allant rechercher dans mon passé, je ne vois pas d'échec et je n'arrive même plus à penser de cette sorte-là parce que comme tu dis, en fait, à partir du moment où tu éduques, ton cerveau et tout ton être à te dire qu'il y a pas d'échec, il y a rien de dramatique, c'est que des apprentissages et ça t'apprend à changer de manière de faire, à revoir les choses, à penser différemment. Bah, du coup, moi, j'arrive pas à le voir, quoi. Vraiment, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de creuser et je me dis, mais non, je n'arrive plus à percevoir un échec ou une peur d'échec dans mon passé. Et, et même pour le futur, tu vois, parce que tu parles des fois, enfin, tu dis que ta peur d'échec peut te motiver et te booster à faire des projets. Moi, je le vois même plus, enfin, je le vois pas en peur d'échec. Je me dis juste, vas-y, va au bout de ton apprentissage, va au bout de ta leçon, va au bout de ton idée, de ton aventure, vas-y à fond, tu vois. Enfin, j'ai plein de projets en cours dans ma tête que je veux mettre en place et que je suis en train de mettre en place. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais j'arrive pas à percevoir un échec. Moi, je me dis juste, ça va réussir, ou alors j'apprends, je fais différemment, je modifie, etc. Et, et je pense que clairement, pour, comment dire? Pour contrer cette peur de l'échec, pour appréhender cette peur de l'échec, déjà de un, c'est changer son regard, le regard qu'on a par rapport à la définition de l'échec.
Ne plus penser échec, mais penser apprentissage. Et le deuxième point que je voulais vraiment aborder, je pense que c'est l'amour de soi. On en a déjà parlé en privé et je pense que ça serait peut-être intéressant aussi qu'on en fasse un podcast, mais j'ai l'impression, et puis bon, moi ça joue beaucoup sur l'estime, je t'en ai parlé il y a pas très longtemps, l'estime de soi. J'ai pas tout le temps confiance en moi, mais j'ai suffisamment d'estime en moi pour me dire j'ai pas de peur de l'échec, euh, et je vais réussir ou je vais apprendre en fait. Et je pense que c'est important pour les personnes qui ont cette peur de l'échec, déjà de un, du coup revoir leur définition et changer l'échec en apprentissage, et de deux, eh ben, apprendre à s'aimer et avoir suffisamment d'estime de soi pour ne pas avoir le jugement des autres qui va venir Mmh. s'impacter dans notre vie et signifie que c'est un échec en fait. Mmh. Je pense que c'est vraiment, oui, une question, de regard aussi qu'on a sur soi et de rapport à soi et ça va avec l'amour de soi, hein, mais c'est vrai que, juste et moi je le dis très souvent aux personnes que j'accompagne, mais en fait, au lieu de vous traiter comme votre pire ennemi, traitez-vous comme votre meilleur ami. Oh oui. Donc à chaque fois que vous avez une pensée négative, par exemple, sur vous-même, demandez-vous si vous aviez votre meilleur ami en face, qu'est-ce que vous lui diriez? Si à ce moment-là, vous lui diriez la même chose, bon, OK. Si à ce moment-là, vous lui diriez autre chose, bah, dites-vous la même chose. Et juste en le faisant comme ça, déjà, ça permet de commencer à le développer petit à petit. Parce que l'amour de soi, en effet, je pense qu'on pourra en parler plus longuement. Mais je crois que ça demande aussi du temps, ça demande de l'introspection, ça demande de la connaissance de soi, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et déjà, juste commencer finalement par ce premier pas de se dire, se réconcilier avec soi-même et essayer d'être son meilleur ami, je pense que c'est une étape qui peut être déjà hyper intéressante en fait dans ce processus. Être indulgent et bienveillant. Ouais, exactement. Et comme tu le dis, enfin, effectivement, je pense qu'un exercice facile à mettre en place pour essayer de se détacher de la peur de l'échec, c'est comme tu dis, imaginez-vous que vous êtes votre meilleur ami. Est-ce que vous allez vous dire ça ou pas? Est-ce que vous allez avoir ce regard-là ou pas? Et donc, conclusion, soyez le plus indulgent et le plus bienveillant envers vous-même et changez ce regard d'échec en apprentissage. Et tout de suite, ça prend aussi, ça fait une prise de recul sur la gravité de l'échec. Et on se dit, mais attends, non, c'est pas un échec, c'est Mm. un apprentissage. Et donc, c'est, comme tu dis, de se voir comme sa meilleure amie et de se dire les choses, ça permet cette prise de recul et de se dire, mais c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Parce que très naturellement, si on voit notre meilleure amie subir un échec, on va pas lui dire, mais alors là, tu t'as été droit dans le mur, ça y est, t'as échoué, t'es qu'une merde, ta vie, elle est réduite à ça, tu vas jamais pouvoir te relever. Va dire ça à ta meilleure amie. Vraiment, va le dire et on en reparlera. Mais je pense que n'importe qui, hem, même si, on peut penser aussi que c'est un échec, mais on va jamais le dire ça. On va lui dire: Mm. «Mais apprends de ton erreur. Alors OK, c'est peut-être un échec, OK, tu as peut-être merdé, mais qu'est-ce que tu peux en retirer?» Ça, c'est les paroles qu'on dirait très naturellement à sa meilleure amie. Enfin, Ouais. j'ose l'espérer, hein, parce que sinon, on va revoir aussi la définition de la meilleure amie. Mais mais je pense qu'en se considérant comme un regard extérieur, en étant sa meilleure amie et de se dire, «OK, OK, tu merdé, OK, t'as peut-être échoué et encore, mais qu'est-ce que t'en tires, quoi? Et va de l'avant, s'il te plaît, vas-y, va de l'avant et recommence un truc», enfin, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies mis le doigt là-dessus et de partager et de parler de cet exercice de se mettre à la place de sa meilleure amie. Mm. Oui, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les auditeurs qui nous écoutent pour le coup et qui peut vraiment faire la différence. Et puis même, tu vois, parce que des fois, on peut se dire aussi que ce que notre meilleure amie, elle a fait, c'est pas ouf, tu vois, par exemple. Mais il y a une différence entre c'est pas ouf et c'est une grosse merde. Et à nous-mêmes, des fois, on va pas faire la différence et on va se dire directement qu'on est des grosses merdes, par exemple. Et donc, je pense que c'est vraiment ce switch aussi. Peut-être qu'il y a des fois où vous allez vous dire, j'ai fait quelque chose et ouais, c'est pas ouf, ok. Mais juste, c'est pas ouf. Déjà, ça ne te définit pas toi en tant que personne. C'est l'action que tu as posée à ce moment-là qui était peut-être pas ouf. Et c'est pas parce que que c'est pas ouf à ce moment-là que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune qualité, que tu ne peux rien réussir et tout ça. Enfin, je pense, voilà, vraiment que c'est intéressant de faire la différence entre les deux, quoi. Mmh. Et aussi le,
qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte de la joie de faire certaines choses? Parce que encore une fois, d'un point de vue sociétal, ça peut être un échec, mais si ça t'a apporté de la joie, si ça t'a apporté des connaissances, du cheminement, c'est tout ce qu'il faut en retenir, en fait. Je suis d'accord. Et j'aimerais bien savoir, du coup, toi qui nous écoutes, peut-être nous répondre aussi à cette question, quel est ton rapport finalement à l'échec? Comment est-ce que tu le vis? Déjà, est-ce que pour toi, est-ce que l'échec existe ou pas? Parce que ça dépend de chaque personne. Et peut-être aussi, qu'est-ce que tu mets en place si jamais c'est quelque chose que tu as vécu pour essayer de le vivre aujourd'hui différemment? On a hâte d'avoir ton retour à ce sujet. On te dit à très vite! À très vite!